Madame, monsieur, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau forum. Plus de 5 siècles de domination, de spoliation, d'humiliation, accepter, cultiver ou même revendiquer. Nous décidons cette semaine d'aller à la recherche des ressorts subtils de la domination de l'Afrique ou simplement de la métaphysique de l'aliénation. Et surtout en deuxième partie, quel sera le modus operandi pour sortir de cette aliénation. Et pour en parler, nous avons fait appel à un spécialiste connu de ce plateau, Elmancio Godson. Bonjour. Oui, bonjour cher ami, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur votre plateau et c'est toujours un plaisir renouvelé de retrouver un ami. Je pense que la thématique, elle est bien choisie. Nous ferons de notre mieux justement pour en explorer le contenu et surtout en extirper les arcanes fondamentaux pour éclairer les gens. Voilà. Que la bénédiction soit sur vous. Que les bénédictions soient au TEP à tout le monde. Voilà. Elmancio Godson, que vous connaissez, l'instructeur spirituel, métaphysicien, homme de connaissance, chef d'entreprise, mais aussi formateur. Et c'est justement sur une de vos chaînes YouTube que j'ai découvert une vidéo dans laquelle vous parlez de l'aliénation mentale de l'Africain. Qu'est-ce qui vous a poussé vers le choix d'une telle thématique? Merci. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons sur le continent africain beaucoup de défis à relever. Et ces défis reposent sur un élément fondamental. Parce que dans la recherche des solutions idoines pour pouvoir aboutir au développement de l'Afrique et de l'Africain, on nous met souvent d'entrer dans la dimension métaphysique, c'est-à-dire dans la dimension où les principes premiers, où les causes premières des choses originent. Et tant qu'on exclut cette dimension fondamentale de l'être, alors que cette dimension participe quotidiennement à l'être et à sa société, dès qu'on ignore cette dimension, il se posera un problème, un manquant, qui fera que le développement ne sera jamais. Et quand on parle de développement, il faut reconnaître qu'il s'agit d'abord d'un processus qui commence à l'intérieur de l'individu. Et donc, on ne peut pas parler de développement parce que tout le monde confond souvent développement et enveloppement. Enveloppement qui, s'entendant dire équipement, suréquipement ou importation accrue d'un certain nombre de technologies, où on croit que cette accumulation de biens matériels, de construction matérielle, constitue en soi le développement et il suffit d'arriver dans une ville, dans une cité, dans un pays et de voir des monuments s'ériger et estimer que c'est le développement. Non, le développement doit conduire les gens, dans sa finalité, à un bien-être. Or, ce bien-être intégral, quand je dis intégral, c'est spirituel, d'accord, pour résumer intérieur et extérieur, c'est-à-dire spirituel, psychologique et physique. Et pourtant, ce bien-être n'est pas. Sur tout le continent africain, les gens sont malades, les gens sont psychologiquement malades, les gens sont physiquement malades, les gens sont spirituellement malades. Et donc, le développement devant tenir compte de toutes ces dimensions de l'homme, on sent que la chose peine à venir. Elle peine parce que, justement, on n'a pas saisi l'élément fondamental même du développement. Où est-ce que la chose a été faussée? Où est-ce qu'il y a eu le déphasage? Où est-ce qu'il y a eu la dissonance? On n'a pas fait cette étude-là pour en détecter l'équation, ce qui fait que, bon, on tourne en rond. Donc, il est important, comme vous l'avez découvert sur ma chaîne YouTube, il est important qu'aujourd'hui, on adopte un autre langage et qu'on aille dans la profondeur des choses pour en découvrir les arcanes qui sont fondamentalement à la direction de cet état de fait. Donc, je pense que c'est ce qui m'a motivé. Disons que c'est voir comment l'Africain peut se développer, voir comment l'Afrique peut se développer, revenir à la compréhension, disons, principielle même du développement, qui est un processus
de l'intérieur vers l'extérieur pour le bien-être intégral de l'être humain. Et surtout, l'idée fondamentale, c'est d'amener les Africains à repenser autrement, à sortir de l'impérialisme mental qu'on nous a inculqué, à sortir donc de cette dissonance cognitive-là, à sortir de cet état dans lequel on nous a mis sous emprise et qui a créé, il faut reconnaître que c'était une forme de trauma qui a créé un traumatisme. Et donc, comportementalement, l'Africain, aujourd'hui, en tant qu'héritier, l'exécute sans se rendre compte de ce traumatisme-là. Et donc, il faut vraiment psychologiquement et métaphysiquement explorer cette équation, cette dimension des choses, pour permettre aux gens de comprendre quel est le mécanisme fondamental mis en place de façon subtile pour aliéner, pour créer une dissonance cognitive, pour perpétuellement déphaser l'individu africain et le maintenir sous emprise afin qu'il n'atteigne jamais le développement, sous-entendant cet épanouissement de l'intérieur, de son spirituel vers sa matérialité ou sa matérialisation physique. Donc voilà les éléments qui nous ont poussés à aborder cette thématique sur notre chaîne YouTube. Et une fois encore, je vous remercie de nous donner l'occasion d'en parler à un public beaucoup plus large. Voilà. Mathieu Godson, je crois savoir que l'aliénation peut être individuelle, mais là, nous parlons de toute l'Afrique. Est-ce qu'elle peut être collective aussi, ce dessin? Oui, étant donné que un traumatisme peut être collectif, vous prenez par exemple, l'étude a montré que tous ceux qui ont fait par exemple la guerre, et qui viennent de la guerre vers leur temps de retraite, vivent après toujours un genre de traumatisme qu'ils ont hérité de leur trauma au moment où ils étaient en guerre. Et donc, ça les affecte. Et souvent, ces personnes ont les mêmes troubles traumatiques ou les mêmes troubles comportementaux, de telle sorte qu'on se rend compte de l'évidence qu'il y a une dimension, on l'appelle souvent psychologique, il y a une dimension psychologique qui affecte justement le comportement de l'individu. En fait, il faut l'expliquer de façon simple. Lorsqu'on parle de trauma, on parle généralement d'un accident, c'est-à-dire d'un événement qui a frappé l'individu au niveau psychologique. Quand on parle de son psychologique, on parle de la réalité des trois cerveaux. C'est-à-dire on a trois cerveaux à la base. On a le premier cerveau qui est le cerveau le plus ancien, qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est le cerveau de base qui est le cerveau de survie, en fait. C'est ce cerveau-là que nous avons développé au cours de l'évolution de l'espèce humaine. Ce cerveau ne garantit que notre survie, notre sécurité. Et ce cerveau peut développer toute agressivité. C'est pourquoi on l'appelle le cerveau reptilien. Toute agressivité tendant justement à notre auto-survie, à notre préservation, à la préservation de notre survie. Et donc, par la suite, nous avons développé un autre cerveau qu'on appelle le cerveau limbique. Ce cerveau, c'est le siège des émotions. C'est le siège des émotions, c'est le cerveau qui gère généralement l'âme, selon certaines expressions. Donc, c'est un cerveau qui nous permet de relationner avec les autres, d'accord, d'être en relation. Mais cette relation est primordialement avec nous-mêmes. Et il faut dire que ce cerveau est géré, ces émotions sont gérées par des noyaux qu'on appelle souvent les amygdales cérébrales, d'accord, qui gèrent les émotions de façon normale. Et puis nous avons un troisième cerveau qu'on appelle justement le cerveau néocortex ou le cerveau cortical. Donc ce cerveau-là, c'est le cerveau du raisonnement, de la réflexion, des perspectives, de l'analyse poussée, mais c'est également le cerveau qui nous permet de voir conséquemment les choses que nous aimerions faire. Et donc, c'est le cerveau du raisonnement, de la logique, de l'intelligence tel qu'on le lui affecte. Donc, lorsqu'il y a donc un événement traumatisant, le cerveau limbique n'arrive plus à interagir avec le cerveau néocortex. Ce qui fait que, au moment d'un accident, par exemple, l'individu ne peut pas réfléchir. Parce que le cerveau de base, qui est le cerveau reptilien, va vouloir protéger, surprotéger l'individu, et donc amène le cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel, à bloquer toute possibilité de connexion avec le cerveau néocortex. Et à partir de ce moment-là, l'individu se replie sur lui-même, et donc il vit un événement, disons, traumatisant, qui va devenir tout simplement un traumatisme,
c'est-à-dire un déphasage au niveau donc de ces informations psychologiques, et ce traumatisme va commencer à agir sur l'individu. Vous voyez, et l'individu va développer cela. On peut également situer le continent africain, compte tenu de l'histoire que nous avons vécue, dans cette même idée des choses, c'est-à-dire que après avoir vécu des siècles d'esclavage et de colonisation, c'était quand même un événement très traumatisant à un moment donné. Et aujourd'hui, on peut dire que tout le continent africain vit sous l'effet d'un traumatisme indicible, et que ce traumatisme-là, justement, crée des comportements qui ne sont pas forcément des comportements d'intelligence. Et donc, on vit cette rupture avec une dimension d'intelligence des choses qui devrait nous permettre de faire les choses autrement. Donc, quelqu'un qui vit un traumatisme, tant que le traumatisme n'est pas réglé ou régulé au niveau des amygdales cérébrales, par exemple, l'individu ne peut pas retrouver donc le sens de sa raison. Donc, il existe effectivement ce traumatisme collectif, pour répondre à votre question. Ça existe chez un individu, mais ça existe également chez toute une population, tout un continent entier. Et ce qui est encore plus effarant, et je vais vous le dire, c'est que tout traumatisme qui agit justement sur les comportements et qui, agissant ainsi sur le cerveau reptilien, va obliger le cerveau reptilien, qui est un cerveau d'adaptation également, va obliger le cerveau reptilien à chercher à s'adapter, n'est-ce pas, à la situation. D'ailleurs, l'espèce humaine, tout au long de son histoire, n'a fait que s'adapter. Depuis la forêt jusqu'à la civilisation actuelle, on s'est adapté. Et donc, cette adaptation est devenue un code ou une information génétique. De telle sorte qu'aujourd'hui, les enfants que nous mettons au monde possèdent déjà ce code-là. Pour vous donner un exemple très simple, vous allez remarquer, certainement vous avez fait attention à cela, vous allez remarquer que avant qu'on ait eu vraiment de route en Afrique, les animaux se promenaient n'importe comment. Et vous voyez le chien, le coq, la poule, traversaient les voies n'importe comment et se faisaient écraser régulièrement par les conducteurs. Mais vous allez remarquer qu'à un moment donné, c'est comme si les animaux ont acquis par adaptation une certaine forme d'intelligence, et elles savent maintenant comment on traverse la route. Vous allez voir des chiens parfois qui regardent la route plusieurs fois, qui essaie, qui revient, qui retourne, et après, le chien traverse, ce qui n'était pas possible avant. Donc, on a tous de commun accord avec la nature et les animaux, l'espèce animale, on a cette fonction d'adaptabilité. Et donc, ce qui va se produire, c'est qu'au fur et à mesure que ce traumatisme-là va être perpétué, ça va devenir congénital. C'est-à-dire qu'on va finir par l'adapter dans notre fonction adénique, et on va commencer à transmettre ce traumatisme-là. Et donc, du coup, les enfants de nos enfants vont hériter subtilement de ce traumatisme sans s'en rendre compte, puisque celui qui est fou ne se rend pas souvent compte qu'il l'est. Et donc, on va mettre au monde des enfants qui seront dans cette même disposition psychologique et vont vivre ce traumatisme. On va se le répéter encore et encore et encore. Et c'est ce qui se produit. Et aujourd'hui, on continue le processus, ce processus étant maintenu justement par ce dont j'ai envie de vous parler, qui est ce que j'appelle la métaphysique de l'aliénation, parce que c'est de là qu'origine donc cette scène orchestrée volontairement par des gens pour pouvoir maintenir, grâce à ce traumatisme qui est devenu pratiquement congénital, grâce à ce traumatisme-là qu'il continue toujours de créer, parce que le traumatisme ne crée toujours pas la peur. Donc, c'est toujours le système qui continue, un système effrayant, un système qui vous fait peur, un système menaçant, et donc un système traumatisant, un système qui maintient un traumatisme de par le passé. Regardez par exemple les pays africains, lorsqu'il y a quelque chose dans un pays africain et que, bon, on dit qu'un président veut briguer un mandat, ou bien il veut changer la constitution, ou bien il veut changer les donnes dans son pays, même si c'est positif, tout le monde regarde l'étranger. On dit, que va dire la France? Que va dire les États-Unis? Que va dire... Et on met toujours l'épée de Damoclès, parce qu'on vous dit, attention, on est là pour vous chicoter, pour vous faire du mal, on peut vous tuer même dans le sommeil. Donc, la peur est toujours maintenue, toujours. Et ça nourrit
le traumatisme de façon consécutive et ça transforme cela en un comportement qui se fait adapter par notre système reptilien et finalement on gère ça et on donne ça à nos enfants. Nos enfants naissent avec nos peurs, les enfants naissent avec nos défauts, les enfants naissent avec nos dysfonctionnements psychologiques et nous les maintenons par l'éducation dans ce dysfonctionnement psychologique, ce qui en fait nourrit l'aliénation dont nous allons justement parler. Vous me rappelez Albert Memmi dans ses travaux contenus dans le livre intitulé « Le portrait du colonisé ». Cela m'amène à vous demander si c'est possible, vous l'avez quand même égrené déjà, mais si on peut aller en profondeur et tracer le profil de l'Africain traumatisé, aliéné désormais. Alors, quels sont les dysfonctionnements que vous remarquez sur lui? Vous avez parlé de la peur, vous avez parlé d'autres choses, mais de façon approfondie. De quoi souffre l'Africain? Comment se présente-t-il aujourd'hui? Tracez-nous son portrait pour que nous puissions analyser de quelle profondeur il se trouve à l'intérieur de la Terre. Bon, en fait, le premier élément dans ce portrait, tel que vous êtes en train de le demander, c'est la perte de son identité. Ça, c'est le premier élément. Tout le monde en parle, tout le monde en parlera, c'est la perte de son identité. Lorsque vous parlez de l'identité de quelqu'un, vous parlez de ce qui fait son « je suis ». Vous voyez, son « je suis ». Ce n'est pas parce que la personne dit « je suis » que la personne est vraiment son « je suis ». Aujourd'hui, le « je suis » est devenu « je suis » et on le suit avec nos noms et prénoms. Vous voyez? Mais quand je parle de ce « je suis » identitaire, il s'agit d'un « je suis » où l'individu a conscience de qui il est vraiment et non de comment il s'appelle. Et ça, les gens ne font pas la différence. Ce qui on est vraiment, cette perte d'identité, veut dire simplement que nous ne sommes plus reliés à ce qui fait notre culturel et à notre culturel. Parce que c'est justement ce culturel et ce culturel qui fondent notre identité, qui fondent notre souche première, qui fait de nous un individu qui ne ressent pas, le deuxième élément, un vide intérieur. C'est-à-dire, il y a toujours dans l'Africain d'aujourd'hui un vide intérieur qu'il cherche continuellement à compenser. Parce que ce vide est créé systématiquement et systémiquement par la perte de son identité. Parce que quand vous ne savez plus qui vous êtes, vous n'avez plus à quoi vous relier en tant qu'individu, vous ressentez un vide. Ce vide va vous conduire à une forme de frustration intérieure. L'Africain est toujours frustré en lui-même. Frustré parce que il est comme s'il n'est jamais à sa place. Est-ce que vous voyez? Il n'est jamais à sa place. Il veut toujours, disons, démontrer qu'il est à sa place. Et il en fait trop parce qu'à un moment donné, il peut même assassiner ses confrères juste pour prouver à l'autre, d'accord, qu'il est digne d'être exactement à la place qu'il est. Et cette frustration est si marquante que l'individu va vivre ce qu'on appelle justement un manque de confiance. C'est-à-dire que l'Africain, c'est celui qui manque de confiance en lui-même. Il se voit toujours inférieur à ses réelles capacités, les capacités lesquelles ne proviennent que de son identité, parce que vous ne pouvez pas utiliser vos capacités tant que vous n'avez pas l'éveil identitaire. Donc, il se sent toujours inférieur. Dans une entreprise, quand il voit tout de suite un blanc, il se sent inférieur à lui, sans même questionner le blanc, questionner son niveau d'études, son niveau de compétences. Il se sent tout de suite inférieur à lui, parce que dans ses gènes ou dans ce qu'on lui a inculqué, il a un tel manque de confiance en lui que dès qu'il voit, entre griffes, cette race qui, disons, a pris le dessus sur, d'une manière ou d'une autre, sur ses ancêtres, en quelque sorte, il se sent tout de suite inférieur. Il vit ce sentiment d'infériorité de façon criarde. Et il cherche à compenser ce sentiment d'infériorité en usant de l'élément le plus basique et le plus bête, c'est la violence. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi dans la plupart des pays africains, ceux qui ont une parcelle de pouvoir vont toujours chercher à utiliser la violence
parce que ces personnes sont marquées par un sentiment d'infériorité qui montre que ces personnes ne se sentent pas vraiment exactement à leur place, parce que ces personnes vivent une certaine frustration intérieure qui provient d'un vide intérieur et qui en fait n'est que la conséquence de cette rupture identitaire, d'accord, que j'appellerais encore une dissonance cognitive. Et quand on a tous ces problèmes-là et qu'on occupe des postes de responsabilité, il en vient alors que la gestion des choses de la cité ne peut pas aboutir positivement, puisqu'on ne dispose pas des éléments fondamentaux qui font l'identité, à savoir les valeurs. Or, les valeurs, bien qu'universelles, leur transmission, d'accord, passe par le couloir d'une chose qu'on appelle la tradition. Est-ce que vous voyez? La tradition contient en elle-même la spiritualité propre à une race, à un peuple, à une ethnie, à une configuration mentale. C'est ça qu'il faut d'abord comprendre. Donc cette tradition-là qui lui a manqué, tradition qui devait maintenir un équilibre dans la continuation de la transmissibilité de l'héritage génétique. Puisque, comme j'ai dit, autant nos ancêtres s'adaptaient, autant cette adaptation est transmise génétiquement. De la même manière, si la tradition est respectée, cela est transmise génétiquement. Ça veut dire que nous allons acquérir les comportements qu'il faut parce qu'on est lié à une tradition. Mais imaginez qu'aujourd'hui, avec toute l'armada de choses mises en place pour créer une dissonance cognitive, un déphasage intérieur, l'individu africain qui n'est pas relié à sa tradition, bien que raisonnant, je vais revenir à ça de façon cohérente, apparemment, ressent toujours un vide comme ce n'est pas ce qu'il me faut, mais il ne peut pas le reconnaître ou il ne peut pas l'affirmer, mais il fait avec. Il fait avec parce que c'est ce que tout le monde a toujours fait et c'est ce que lui fait également pour survivre au sein de la masse. Alors que la tradition était la garantie dans sa capacité de transmission à maintenir un lien identitaire qui fait que de génération en génération, on se transmet les valeurs non seulement de façon culturelle, mais également de façon culturelle et donc congénitale, et on se fait les mêmes choses. Regardez aujourd'hui, de façon physiologique, vous allez voir même un physiologue, il va vous dire, oui, votre enfant vous ressemble, on est d'accord. Mais il vous dira également qu'à un certain niveau de caractère, nos enfants nous ressemblent également. Comment est-ce possible que lorsqu'un parent a un kyste, peut-être sur une partie de son corps, l'enfant aussi développe la même chose, où le cancer est transmissible et que les comportements sont également transmissibles? L'Africain savait cela. C'est pourquoi il a mis en place la tradition pour qu'à force de se répéter un certain nombre de d'us et coutumes, on soit en mesure de reconnaître cela dans nos gènes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans nos gènes, dans notre manière de faire et dans notre manière d'être. Or, si cette tradition n'existe plus et que cette identité est faussée et qu'on crée ce déphasage-là, l'Africain ne peut jamais se retrouver parce qu'il ne retrouvera jamais les arcanes premiers qui fondent son être premier et par conséquent son agir sera complètement faussé parce que son premier principe est complètement faussé. La question que je voudrais vous poser, Elmancio Godson, à quel moment s'est opérée la rupture? Par quel mécanisme? Est-ce que c'est à travers l'esclavage? Je ne veux pas même parler d'esclavage, disons la traite négrière. Est-ce que c'est pas la colonisation? Est-ce que c'est pas le néocolonialisme? À quel moment a eu lieu la rupture? Bon, il y a eu plusieurs moments dans l'histoire qui remontent même à l'histoire non connue, d'accord? Et contrairement à ce que les gens peuvent dire, parce que quand on se réfère aux ères astrologiques, on se rend compte que l'histoire est plus ancienne que ça. Je prends toujours comme point de départ le Sphinx, qui existe depuis près de 15 000 années. Donc ça veut dire que depuis 15 000 années, tout au moins, pour ce que l'histoire retient à partir du Sphinx, on peut dire que le continent africain a connu sa tradition et que cette tradition a été teintée par des attaques d'autres traditions à un moment donné. Je pense que tout a commencé, selon mon point de vue,
par la mise en place d'une conscience, si on peut appeler ça conscience, d'une philosophie ou d'une pseudo-tradition que les gens ont commencé à appeler la tradition grecque. En fait, pour moi, tout a commencé là-bas, tout a été faussé à partir de ce niveau. Je le dis parce que, vous savez, lorsque les premiers barbares, comme nos ancêtres les appelaient, étaient partis en Égypte pour s'instruire, et donc c'était les Grecs, pour étudier auprès de nos ancêtres et avoir ce qu'on appelle un système débutant de raisonnement et de logique, ayant donné naissance donc à la dialectique que nous connaissons à la Grèce antique. Ils n'ont pas traduit correctement, d'accord, le fond de ce que nos ancêtres leur avaient enseigné. Ils ont mis en place un système logico-logique, d'accord? Je l'explique, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, tout ce qui est logique et peut faire l'objet d'un raisonnement et aboutir à une conclusion est la vérité. Enfin, en résumé, c'est ça. Malheureusement, le cartésianisme, la raison pure. Et cette raison pure a émergé parce que ces personnes qui étaient allées voir nos ancêtres, qui ont été instruites, alors que ces gens, il faut reconnaître qu'ils étaient d'abord des barbares. Donc, ils n'étaient pas très évolués pour comprendre la métaphysique de nos ancêtres, mais ils ont pu évoluer pour atteindre un niveau de raisonnement que vous les appelez Platon ou autres. C'était des personnes qui ont appris, chez nos ancêtres, auprès de nos ancêtres, et qui ont évolué progressivement dans leur système de raisonnement et qui ont mis en place la plus grande arnaque de l'histoire, c'est ce système dialectique-là. Mais le système cartésien. Le système cartésien, c'est, excusez-moi, hein, c'est un faux système. Il est basé sur le simple, enfin, je vais dire comment, sur l'hypothèse que vous menez un raisonnement, vous menez une logique, et à partir du moment où vous arrivez à dominer vos contradicteurs, et donc ce que vous dites aboutit inévitablement à la vérité. On nous a appris cela, hein. Tu fais l'introduction, tu fais l'antithèse, et tu aboutis à la conclusion. Et donc, on nous a familiarisés avec ce style de raisonnement, et nous tous, on a cru à ça. On s'est dit, waouh, si j'arrive à faire ça, eh bien, j'arrive à la conclusion. Mais tout ce qui est logique et tout ce qui répond à un raisonnement n'est pas forcément la vérité. Donc, la vérité ne se trouve pas dans la logique. Parce que c'est une vérité intellectuelle qui est très limitée. Oui, très limitée et qui, à la limite, est très fausse. Dans la mesure où, vous savez, on peut avoir une logique parfaite dans le djihadisme. Et on le constate aujourd'hui. Ils ont leur logique parfaite. Il y a un raisonnement parfait. Vous prenez l'impérialisme. Ceux-là même qui continuent de mettre en place leur système impérialiste ont une logique, un raisonnement. Même la dictature a une logique et un raisonnement. Le serial killer a une logique et un raisonnement. Donc, tant que vous prenez un processus, vous voyez, la logique, c'est un processus. Quand vous prenez un processus comme étant la vérité, vous tombez rapidement dans l'erreur. Et donc, on nous a tous embarqués dans le fait que nous devons suivre une logique qui finit par aboutir à une norme prédéfinie, d'accord, qui est la prison dans laquelle on nous a déjà mis en place. Et quand vous ne menez pas une logique et un raisonnement par rapport à ça, vous êtes vu comme un outsider, quelqu'un qui est opposé au système. Or, ce système, il est gangréné et il est autodestructeur, puisque un ensemble mélangé de raisonnement et de logique ne peut aboutir qu'à une implosion du système. Et tôt ou tard, le système va imploser. Il implosera parce que les éléments anachroniques et désynchrones qui sont à l'intérieur du système vont étouffer le système. Regardez aujourd'hui comment ça fonctionne sur tout le plan politique. Pourtant, ce qui apparemment est raisonnable et logique n'est pas perçu de la même manière par tout le monde. La Russie ne voit pas la chose de la même manière que les États-Unis. Et la France non plus. Et on vit dans ce méli-mélo. Finalement, on se dit, où va le monde? Donc, nos ancêtres pensaient que la logique et le raisonnement ne pouvaient pas nous conduire à la vérité parce que la vérité est
antérieure à la logique et au raisonnement. Et donc, on peut aller à la vérité sans passer par la logique et le raisonnement. Oui, mais Elmancio Godson, ce qui permet d'aller à la vérité sans la logique, c'est simplement la spiritualité. Donc, est-ce que l'érection du système cartésien ou de la logique dialectique, est-ce que ce n'est pas une déspiritualisation finalement? C'est-à-dire qu'on a pris la substance logique qui ressemble à l'iceberg, mais on a laissé au fond la spiritualité qui devait nourrir, qui est plus vaste, qui conduit à des démonstrations plus rapides pour logique que le simple intellectuel. Voilà, en fait, il y a eu un meurtre, d'accord, qui a été opéré avec intelligence. Et c'est ce meurtre qui a engendré ce dont je vais parler, à savoir l'aliénation mentale. Ce meurtre a commencé lorsque... je vais d'abord faire une différence entre deux concepts. C'est l'esprit et le mental. Vous voyez, tout le monde en parle. Hein. On parle de l'esprit et on parle du mental. Et quand on parle du mental, on parle des sous-éléments du mental, comme par exemple le cerveau. Vous voyez? Mais tout le monde ne comprend pas réellement ce que veut dire ces deux concepts. En fait, le thème de l'esprit, pour citer une phrase métaphysique qui dit « Le tout est esprit, l'univers est mental ». Le tout est esprit, cela signifie que l'esprit est juste une interface de champ de toutes les possibilités. Ça veut dire que pour l'esprit, absolument rien n'est impossible. Pour l'esprit, tout est absolument possible. C'est ce que j'appelle généralement le point de non-mesurabilité. C'est-à-dire un champ, un point qui est en même temps le plan infini. Donc l'esprit est paradoxalement le tout. C'est-à-dire que, enfin, si on dit le tout c'est ce quelque chose qui est, excusez la répétition, qui est le tout, en dehors duquel il n'existe rien d'autre, parce que justement, en dehors n'existe pas. Ce qui veut dire que c'est à partir de ce champ qu'on peut dire que l'homme et Dieu sont un, si on rentre dans le concept spirituel. C'est à partir de l'esprit que notre conscience est unie à l'univers, à l'englobant tout, et c'est à partir de l'esprit que nous réalisons réellement notre propre transcendance. Dans la tradition égyptienne, l'esprit est identifié directement à Osiris, au dieu Osiris, qui est donc le dieu transcendant. Maintenant, on a de notre côté le mental. Le mental est tout simplement une faculté, d'accord, une simple faculté dont le fondement est la capacité. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que si je remonte encore plus loin, je vais trop parler parce que en remontant plus loin, je vais aller au principe manasique. Et le principe manasique tire sa source de l'Égypte antique et du dieu Min, un dieu ityphalique, qui est le limon du Nil. D'accord? Le limon du Nil, c'est le limon noir, qui est l'élément de fertilité, d'accord, du Nil. Et donc, les Égyptiens, pour qui tout ce qui est principe est Dieu, est divinité, ils ont associé au principe de la fertilité, qui est le dieu Min, le dieu ityphalique, ils lui ont associé tout simplement le concept de divinité ityphalique et de fertilité. Parce que c'est le limon du Nil qui rend les champs fertiles. Et donc pour eux, en remontant dans la cosmogénèse et la cosmogonie, où on parle du Noun, qui est l'océan primordial, ils voient dans l'océan primordial deux aspects, c'est-à-dire le liquide, l'élément aqueux, mais ils voient également ce que l'on appelle le dépôt au fond de cet élément aqueux, qui est donc le dieu Min, c'est-à-dire le limon. Et c'est le limon qui est le principe premier, fertilité, qui, par la suite, va donner naissance, dans les autres traditions, au principe manasique, mana, ou à notre mana personnel, notre capacité. Donc, quand on parle de mana, on parle du mental, du principe mental, parce que c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Human, c'est-à-dire celui qui a un mana, d'accord? C'est celui qui a l'intelligence, la capacité de réfléchir. Et donc, cette capacité-là, qui vient de notre principe manasique, est justement le mental. Le mental, en fait, est une faculté de capacité. Le mental nous permet simplement d'être capable de faire quelque chose.
Maintenant, le mental a un défaut. C'est que quand le mental saisit une idée, il a tendance à se ronger les os, c'est-à-dire à tourner sur l'idée et à raisonner, à réfléchir sur l'idée, sans chercher à se connecter à ce qui est au-delà du mental. C'est-à-dire, quand vous voyez des gens devenir très arrogants et très limités dans leur capacité à transcender un certain nombre de choses, c'est lié au fait que leur mental a acquis déjà une certaine grosse tête, on va le dire ainsi, et du coup, ils n'arrivent plus à dépasser le mental. Donc, le mental, à force de créer ces sillons de réflexion, finit par se prendre au piège de ces sillons de réflexion. Et donc, en adoptant le cartésianisme comme seule voie de la vérité, c'est admettre qu'il n'existe que le mental. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et oui, exactement. Donc, non, le cartésianisme, c'est la déconnexion du mental de l'esprit. Exactement. Voilà, c'est la déconnexion du mental de l'esprit. C'est ce que j'appelle le meurtre. C'est-à-dire que l'enfant a tué son père. Vous voyez, le mental a tué ce qu'il a produit. Oui. Et donc, quand le mental tue l'esprit, le mental se fait Dieu. Et donc, tout ce que nous disons, vous voyez leur civilisation, la civilisation occidentale, de plus en plus nie ce qui est spirituel et se focalise sur ce qui apparemment est scientifique, qui est démontrable selon eux. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, ils sont conscients que la chose même qui permet de démontrer toutes les choses démontrables est indémontrable. Démontrez-moi la conscience. On ne peut pas démontrer la conscience. Vous ne pourrez pas démontrer la conscience. Parce que la conscience est quelque chose que l'on a sait. La conscience, c'est encore plus facile de démontrer la conscience que l'inconscience. Il y a plus difficile. Exactement. Parce que, oui, c'est parce qu'en fait, quand on dit la conscience, elle regroupe également cette dimension de l'inconscient. Même si, d'une manière ou d'une autre, le système freudien, d'accord, a inversé les choses. Je parle d'une conscience qui n'est pas la conscience de veille, d'accord, qui est opposée à l'inconscient. Je parle d'une conscience globale qui est au-delà même de l'inconscient. Est-ce que vous voyez? Bon, ça, ce sera des concepts métaphysiques un peu trop difficiles. Et donc, en érigeant le mental Dieu, voilà, on va l'appeler comme ça, et dans son système intellectualiste, qui est devenu l'intellectualisme pur et simple, et en niant tout ce qui précède, ces gens ont mis en place de façon parfaite un système parfait, correspondant parfaitement à leur identité à eux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vous le réexplique autrement. D'une autre façon, vous savez, le mental, ce n'est pas le cerveau, c'est une faculté qui se représente physiquement par le cerveau. Tous les mentals, on le dit également comme ça, tous les mentals ou tous les mentaux ne sont pas les mêmes. Tous les mentals ne sont pas les mêmes. Le mental africain est différent du mental européen, qui est différent du mental, disons, indien, ou si vous voulez. Je ne vais pas remonter dans la race, mais je veux dire que, excusez le terme, bien que je ne l'aime pas trop, toutes les races n'ont pas le même mental. Il n'existe pas de mental universel. Ça n'existe pas. Il faut bien le comprendre. Chaque peuple ou chaque continent a un mental qui lui est adapté. Parce que ce mental a évolué compte tenu de son environnement, de son milieu, de l'importance des éléments, les 4 éléments, c'est-à-dire le soleil, enfin le feu, l'eau, l'air, la terre et tout ça, l'importance de ces éléments dans son environnement. Or, l'Africain a développé un élément fondamental à son mental, c'est la mélanine. Est-ce que vous voyez? Qui est donc cette divinité mine qui s'exprime directement à l'intérieur du mental, la mélanine. La mélanine est une substance ou un principe, nous on l'appelle un principe ou le dieu mine, qui dans sa fonction primaire perçoit les choses
comme une globalité, comme un tout. Donc, il n'est pas possible pour l'Africain de percevoir les choses de façon entrecoupée. Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque les gens sont venus en Afrique, ils ont dit que les Africains sont des polythéistes. Ils ont tiré la conclusion que nous sommes des polythéistes. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. D'autres ont dit non, les Africains s'étaient soulevés pour dire non, nous on est monothéistes. Parce qu'on reconnaît un seul Dieu, mais on a des divinités. Donc c'est devenu des débats que les gens font aujourd'hui. Je dis, ce débat n'existe pas. Il faut comprendre que l'Afrique n'est ni polythéiste ni monothéiste. Je vous explique. Lorsque vous comprenez le concept de l'océan primordial, du Nun, duquel le dieu Atum, en tant qu'élément 1, est sorti, l'Africain vous explique que l'unité représentée par Atum n'est pas une unité en soi. C'est ce qu'on appelle l'unité polyforme. C'est une unité qui possède en elle-même, je vais utiliser l'expression assez déroutante, c'est une unité qui possède en elle-même une infinité de façon fractale, une infinité de sa propre réalité. Donc en réalité, le 1 n'est jamais le 1. Le 1 est en même temps le multiple. Vous voyez cette façon de percevoir les choses? Pour l'Africain, 1 n'est pas 1. 1 possède en lui-même une infinité de sa réalité, puisque l'unité qui représente, pas qui est, qui représente le Nun, alors que le Nun, c'est l'océan primordial de tout, et le 1 qui est Atum représentant le Nun, ce n'est pas un 1, c'est un 1 factice, c'est un 1 qui possède en lui-même une infinité de réalités indescriptibles. C'est pourquoi Atum n'est pas, non pas vraiment l'unité, Atum est ce que j'appelle l'unité androgyne, puisqu'il est un Dieu qui possède les deux aspects. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle la Trinité androgyne. La Trinité étant le point de départ de tout ce qui va être émergé. Je veux dire par là que le concept selon lequel il y a le polythéisme à part et le monothéisme à part, l'Africain ne connaît pas ça. L'Africain sait que la seule réalité qui existe, c'est une unité qui n'est pas une unité. C'est une unité polyforme. Une unité qui possède en elle-même une infinité de sa propre réalité. Les deux sont vrais en même temps. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que pour l'Africain, le ceci et le cela, bien que apparemment opposés, les deux sont vrais en même temps. C'est pourquoi l'Africain adore Dieu unique, mais il utilise des principes d'affinité pour pouvoir se rapprocher de ce Dieu. Ces principes d'affinité qu'on définit dans l'Égypte antique comme étant la Eka, c'est-à-dire la magie divine, qui signifie simplement Eka, c'est-à-dire le fait de relier, d'accord, de façon sympathique, deux éléments ensemble pour produire un résultat. Parce que la magie, c'est la sympathie. C'est la science de la sympathie des éléments. C'est-à-dire que je mets un élément sur un autre élément parce que je sais que les deux possèdent la même énergie et cela me permet de produire un résultat. Je mets du bois sec et j'allume le feu avec. Parce que grâce au bois sec, le feu peut brûler. Est-ce que vous voyez? Donc, l'Africain a développé cette conscience des choses et a commencé alors à adorer les principes qui lui permettent de produire un résultat. Et il voit dans ces principes l'expression du principe unique. Parce que pour lui, c'est indissociable l'unique et les éléments qui constituent de façon fractale. Vous voyez la dimension de l'unique. Et donc pour lui, il n'est ni dans le polythéisme, ni dans l'animisme, et qu'on appelle dans le monothéisme. Est-ce que vous voyez? Donc cette façon de réfléchir qui paraît ambiguë, confuse pour l'autre ou pour les autres, ça les a amenés à ne pas nous comprendre et à vouloir mettre en place un système qui est compréhensible, mais qui n'est pas pour nous, qui est pour eux, en fait. Ce système est pour eux. Tout le système que nous utilisons aujourd'hui n'est pas pour nous. Il est pour eux. Il est adapté à leur mental. Leur mental aime le discernement, l'élimination par les données. C'est-à-dire, j'ai une donnée, je l'élimine, je vais à une autre donnée, je vais à une autre donnée. Alors que chez l'Africain, je prends tout.
j'embrasse tout. Et c'est justement ce mental-là qui a fait que l'Africain accepte tout. L'Africain est cordial, il ouvre ses portes à tout le monde, il accepte toutes les religions, il accepte toutes les sciences. L'Africain est comme ça parce que sa glande pinéale et sa glande pituitaire, qui sont gérées par la mélanine, ou qui gèrent la mélanine, on verra, lui confère cette capacité du tout. Est-ce que vous voyez? Cette capacité de s'ouvrir à tout, de prendre tout, de tout accueillir. Et cela le rend, je le reconnais, souvent bête, souvent idiot, parce qu'il n'appréhende pas les enjeux réels de ce que les autres ont en tête au moment où les autres viennent. Et donc l'Africain a ouvert ses bras parce que c'est ce que son mental dit. Mais quand les autres sont arrivés, ils sont arrivés avec leur mental. Leur mental est fondamentalement impérialiste. C'est-à-dire que c'est un mental de guerre. Quand ils viennent quelque part, ils doivent spolier. Il n'existe que par le fait de spolier l'autre. Il n'existe que par le fait de s'approprier les biens de l'autre. Parce qu'ils n'ont jamais été sédentaires, en fait. Ce sont des gens qui, d'une certaine manière ou d'une autre, constituent des personnes, des peuples ambulatoires qui cherchent à prendre chez les autres pour pouvoir se donner un certain avoir. Donc leur système de fonctionnement, vu même qu'ils ont été à prendre la connaissance chez nos ancêtres, c'est d'aller prendre, c'est d'aller prendre. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas nouveau, hein. Prendre nos richesses, prendre nos meilleurs hommes, prendre les plus intelligents, prendre notre intelligence, prendre nos cultures. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'ils font. Parce que leur système, qui est un système impérialiste, a créé tout ce que nous avons aujourd'hui, que nous utilisons. Or, ce système est inadapté et inadéquat au mental africain. Ce qui fait que l'Africain se perd dans ce nouveau système. L'Africain ne se retrouve pas dans ce nouveau système. Et je peux vous l'expliquer de façon pratique. Hein. L'Africain se perd dans ce système. Il ne retrouve pas les éléments qui le codifient à ce système dans sa dimension spirituelle. Et donc, le meurtre de sa spiritualité continue au fur et à mesure et sa perte d'identité continue. Donc, la vraie maladie de l'Africain est spirituelle. Yeah, alors, et il faut le reconnaître. Yeah, franchement, il faut... on a dépassé le temps ou bien? Oui, nous sommes en train de dépasser le temps. Bon, mais là, j'avoue qu'il faut avoir des prérequis pour vous comprendre et je tire quelques conclusions déjà sur lesquelles vous pouvez revenir dans la seconde partie. La première conclusion, finalement, je comprends que le noir est relié au nous, à la source primordiale. Exactement. Par la glande réceptrice qu'est la mélanine. Voilà. Et de deux, j'aurais dû intituler cette émission « L'Africain tombé dans le piège mental ». Exactement, parfaitement, c'est ça. Finalement, parce que je comprends que c'est la déconnexion de la source primordiale à succombant à la propagande du mental qui crée finalement ce que vous appelez la dissonance cognitive. On va revenir sur tous ces faits dans la seconde partie de cette émission. Et les téléspectateurs pourront également participer à notre émission en nous posant des questions sur nos réseaux sociaux. Mais là, nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal sur votre chaîne préférée, Une World Info 1.